Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler des 3 tempêtes qui sont en train de se former sous nos yeux, mais que personne ne veut voir comme d'habitude, ou presque, puisque nous sommes là évidemment pour les regarder en face. Bien sûr, d'abord d'un point de vue boursier, on a une flambée énorme qui s'observait depuis quelques mois, et là on a vu la semaine dernière une très forte baisse en quelques jours, donc qui montre bien que les marchés sont aujourd'hui inquiets avec une grande violence qui pourrait s'observer sur la baisse des marchés boursiers. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, l'or est en train d'atteindre de nouveaux records historiques, et ça c'est évidemment un signe de grave danger. Parallèlement, on a également le secteur de l'immobilier qui continue de souffrir. Alors je sais qu'on nous dit ça y est, la crise est terminée, tout va bien dans le meilleur des mondes. On aimerait le dire la même chose bien sûr, mais malheureusement non, la baisse va continuer, et d'ailleurs ça sera lié à l'évolution des taux d'intérêt, donc la 3e tempête. Les taux d'intérêt avaient un petit peu baissé sur les obligations d'État, c'est en train de repartir à la hausse. Certains nous disent oui mais ça y est, les banques centrales vont baisser leurs taux, ça va être l'euphorie, ça va être formidable. Eh bien non, parce qu'attention, si l'inflation a un petit peu baissé, elle est en train de repartir à la hausse, et donc les banques centrales ne pourront pas faire des miracles. Voilà, on va parler de tout ça, c'est très important, ça nous concerne évidemment dans notre quotidien, pour également protéger notre épargne. On terminera également par ça, et bien sûr, comme d'habitude, on terminera avec une bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle d'ailleurs, plus au niveau mondial que français, mais c'est déjà bon et c'est déjà ça à prendre. Alors on y va tout de suite, on commence avec les indicateurs de l'immobilier. Vous savez, on suit au mois le mois les indicateurs de meilleurs agents, les Échos également les reprennent, donc c'est des indicateurs très sérieux, et on voit que et malheureusement la baisse continue. Là c'est les chiffres du début avril. Sur Paris par exemple, là on est, vous voyez, à un peu moins de 9 300 € de mètre carré en moyenne, pour les appartements évidemment. Il y a des biens encore plus chers, mais globalement c'est vrai que c'est en train de baisser. Je me rappelle, il y a encore quelques trimestres, on avait plus de 11 000 € du mètre carré parfois. Donc là on est quand même sur une baisse, regardez bien, de quasiment 15%. C'est des sommes complètement folles. Rappelez-vous, je vous annonçais une baisse de 10 à 15%. Nous y sommes, nous l'avons du moins sur Paris. Boulogne-Billancourt, là c'est pareil, c'est encore pire, même on est à quasiment 17% de baisse. Montreuil, plus de 18,5% de baisse. Même Aix-en-Provence qui était un petit peu protégé, là c'est évidemment l'ambiance du sud, 2,2% de baisse. Nice également la même chose. Lyon, alors là pareil, on est à quasiment 15% de baisse. Bordeaux, moins 7, Rennes, moins 4, Villeurbanne, Strasbourg, moins 8. Donc on voit bien que toutes les villes aujourd'hui sont concernées, même si on regarde certaines villes de plus de 100 000 habitants où les prix sont un petit peu moins élevés, là aussi ça baisse fortement. Alors Montpellier, ça résiste encore un petit peu, mais ça baisse néanmoins. Lille, regardez bien, 5,3% de baisse. Pourtant ça paraissait assez protégé, mais non, la baisse est assez forte. Alors Nantes, évidemment, ça on le sait très bien, il y a ce problème d'insécurité récurrent qui arrive sur Nantes malheureusement. Donc là une baisse de 13,5%. Je me souviens il y a encore quelques années, Nantes c'était la ville du bien vivre en France. Malheureusement ça s'est bien détérioré, et j'y vais régulièrement. C'est toujours avec beaucoup de peine finalement, parce qu'on sait qu'on a une ville formidable, mais malheureusement il y a beaucoup d'insécurité tout simplement, et ces prix qui sont en train de chuter. Marseille également qui avait bien augmenté, on est à 8% de baisse. Toulouse également la même chose, 8,5%. Toulon ça résiste un peu, ça avait moins augmenté évidemment, avec les prix sont un peu plus bas. Angers quasiment 6% de baisse. Voilà, Grenoble, Tours et Reims. Donc voilà, des villes où globalement les prix avaient un peu moins augmenté que sur les grandes agglomérations, mais ça baisse néanmoins assez nettement, et donc on voit que cette réduction des prix se généralise. Pourquoi ? Bien parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés, et que parallèlement donc les ménages ne peuvent plus accéder à ces crédits, ou pas suffisamment du moins, et donc comme il y a moins de demandes alors que l'offre est toujours là, finalement, les prix sont en train de baisser. Alors c'est vrai que certains nous disent la crise immobilière est terminée. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, effectivement, ont un petit peu baissé. Donc là, on voit un taux moyen qui est calculé par Empruntis. Là aussi, c'est un bon indicateur du marché. Donc c'est vrai que par rapport, on avait atteint un sommet en février dernier. Et puis là, on a eu quelques petits mois de baisse. Donc on s'est dit, c'est fini, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais regardez, le niveau des taux d'intérêt, ce n'est quand même pas rien. Alors au plus cher, on est à 5,4%. Sur le taux d'intérêt à 20 ans, pour les ménages les moins crédibles entre guillemets, c'est-à-dire les plus dangereux vis-à-vis de l'emprunteur, vis-à-vis du prêteur, pardon, et parallèlement donc en moyenne on est à 4% de taux d'intérêt, donc c'est quand même très très élevé. 3,6 pour les meilleurs ménages, ceux qui font preuve évidemment, je dirais d'une sécurité à toute épreuve ou presque, et donc ça reste quand même des niveaux élevés. C'est vrai que ça a un petit peu baissé par rapport donc au mois de décembre et janvier dernier, mais on reste sur des niveaux très élevés. Alors si on regarde la tendance sur 4 ans,
hein, depuis 2021. Là, on voit que la hausse, malgré cette petite baisse, hein, elle est évidemment toujours très très forte. Donc on a bien des taux d'intérêt qui restent toujours très élevés, donc beaucoup de ménages qui malheureusement ne peuvent pas accéder à la propriété. Et parallèlement, comme le chômage est en train d'augmenter, eh bien beaucoup de ménages ils ne rentreront plus dans les catégories de crédit. Donc il faut vous faire aider, hein, pour ceux qui veulent vraiment acheter, avec éventuellement des courtiers ou autres qui vont vous aider. Mais c'est vrai qu'au niveau bancaire, si on regarde uniquement les critères entre guillemets stricto sensu, ça risque d'avoir des difficultés à passer, donc avec des taux d'intérêt qui restent élevés. Alors pourquoi les taux d'intérêt restent élevés? Parce que eh bien, les taux d'intérêt des obligations de l'État français sont repartis à la hausse. Et c'est ça le problème, c'est vrai. Donc ça, c'est le taux d'intérêt 10 ans français. On était monté à 3,50 il y a quelques mois, finalement, en fin d'année dernière. On est tombé ensuite sur des niveaux, vous voyez, on était à 2,4. Donc tout allait bien, on dit ça y est, c'est formidable. Et ça y est, là, on remonte, on est quasiment à 3% de taux d'intérêt à 10 ans pour les obligations de l'État français, donc pour la dette publique française. Pourquoi cette remontée? Eh bien parce que on en a parlé déjà depuis 2 semaines. On a ce creusement du déficit public français avec ce risque de dégradation de la note de la France. Est-ce que ça va arriver fin avril ou fin mai ou alors après les Jeux Olympiques, comme j'entends souvent? De toute façon, c'est inévitable. Donc, à la rigueur, j'ai envie de dire, le plus tôt ce sera le mieux pour qu'on puisse réagir. Et nos dirigeants nous annoncent effectivement des mesures ici ou là, mais ça ne suffit pas. Et donc, le déficit public, qui a déjà bien augmenté l'année dernière, on le voit ici, donc je vais montrer ce graphique la semaine dernière, mais c'est vrai que quand on le voit, il fait quand même peur, hein. Donc 154 milliards d'euros de déficit l'année dernière, 5,5% de notre PIB. La France est le seul grand pays de la zone euro avec une telle augmentation de son déficit public en 2023, et ça c'est évidemment dramatique. Et parallèlement pour 2024, parce qu'on nous annonce que tout va aller bien dans le meilleur des mondes, qu'on va réduire, je dirais, les dépenses, etc., qu'on ne va pas augmenter les impôts. Bon, donc ça paraît très très peu crédible tout ça, et donc malheureusement, voilà, hein, je maintiens ma prévision, on va avoir au moins 165 milliards de déficit public en 2024 et donc un niveau des 6% du PIB français. Oui, parce que la croissance reste faible en France et parallèlement le chômage est en train d'augmenter. Et comme on n'a pas de courage pour réduire les dépenses, alors je l'évoquais notamment la semaine dernière, il faut casser complètement le millefeuille administratif. Tant qu'on ne touchera pas à cela, on fera des économies de bout de chandelle ici ou là, et puis comme on va en réaugmenter les dépenses ailleurs, et bien voilà, ça ne marchera pas. Et donc c'est ce que dit notamment le président français qui dit oui, mais non, il ne faut pas toucher aux dépenses. Voilà, on voit bien où on en est aujourd'hui. Alors on dit oui, on va obtenir des recettes fiscales, oui, mais s'il y a moins de croissance, les recettes fiscales ne seront pas là, évidemment. Donc, encore une fois, ce déficit va se creuser et donc on va être dégradé et les taux d'intérêt vont encore augmenter. Donc ça, c'est pour évidemment l'immobilier. Si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, le secteur de l'immobilier ne pourra pas redémarrer comme certains l'imaginent, pour l'ancien et également pour le neuf qui souffre. Et là, on a quand même 300 000 emplois menacés dans le secteur du neuf, de la construction. Les indicateurs des directeurs d'achat dans la construction en France sont encore dégradés le mois dernier. On est toujours en zone de récession. Donc c'est quand même particulièrement dangereux. Alors on me dit oui, mais bon, l'inflation baisse. Alors justement, c'était la bonne nouvelle de la semaine dernière. J'ai beaucoup de remarques. On me dit mais vous dites que l'inflation baisse mais que les prix augmentent. Comment cela est-il possible? C'est très simple. L'inflation, c'est un glissement annuel. Donc on compare les prix du mois de mars 2024 par rapport au mois de mars 2023. Donc voilà, sur 12 mois en quelque sorte. Mais si au mois de mars 2024, les prix augmentent, mais moins qu'en mars 2023, bien mécaniquement, le glissement annuel, donc la variation annuelle, elle baisse. Mais les prix continuent d'augmenter. Et donc, c'est exactement ce qu'on observe donc depuis déjà plusieurs mois. Hein. On voit bien ici le glissement annuel, c'est vrai, aux normes Eurostat est à 2,4%, 2,3% aux normes INSEE, mais enfin, c'est quasiment la même chose. Par contre, quand on voit la courbe rouge, c'est-à-dire la variation des prix, là, c'est du quasiment 16% depuis le début janvier 2021. Donc, les prix continuent d'augmenter. Parfois, il y a des petits mois de baisse, mais on voit que ça repart à la hausse. Et donc, on va encore avoir 1 ou 2 mois de baisse de l'inflation, donc du glissement annuel, mais malheureusement, très vite, les prix vont repartir à la hausse. Et oui, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Bien parce que les indicateurs avancés de l'inflation, notamment les biens, les matières premières au niveau mondial, donc les cours des matières premières sont en train d'augmenter, à commencer par le pétrole, le fameux or noir. Et donc, on le voit bien ici, on est repassé au-dessus des 90 $ le baril. Donc on voit bien sûr, on n'est pas à 130 $ comme en mars 2022, ça avait bien baissé, on était même tombé à 72 $ en juin, on était encore à 80 $ en novembre dernier, et là, voilà, on remonte à 90 $. Donc ça, évidemment, mécaniquement, ça va générer de l'inflation. Et quand on voit que les prix à la pompe, notamment en France, n'ont pas tellement baissé lorsqu'il y avait une baisse des prix du pétrole, maintenant que ça repart à la hausse, là par contre, la répercussion va être immédiate, malheureusement, et donc ça veut dire que l'inflation va repartir à la hausse. D'autant que ça, c'est le pétrole. Mais si je regarde toutes les matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB, toutes matières premières confondues, donc là on voit bien la très forte hausse en 2020,
et 2021, donc avant évidemment la guerre en Ukraine. Après évidemment ça n'a pas arrangé les choses, mais donc au total 204% de hausse. Après une petite baisse de 23%, donc ensuite on se stabilise. Et puis regardez bien, depuis le début de l'année, alors là ça fait peur, hein, plus 15,3% d'augmentation. L'indice CRB a retrouvé un plus haut depuis août 2022. En août 2022, il y a encore énormément d'inflation. Donc ça, ce n'est pas encore dans les chiffres de l'inflation. Donc ce qui veut dire que l'inflation malheureusement va repartir à la hausse et donc que les banques centrales ne pourront pas baisser les taux d'intérêt comme certains l'imaginent en disant oui, ben ça y a plus d'inflation, donc tout va bien, on va pouvoir les baisser. Non, ce ne sera pas le cas, on va les baisser un petit peu, mais pas énormément. Donc là aussi, si on revient sur l'immobilier, danger, puisque les taux d'intérêt et monétaires et obligataires vont rester élevés. Alors, en plus, ça pourrait être une bonne nouvelle. Pourquoi ces prix des matières premières repartent? Parce que la croissance mondiale est en train de redémarrer. Donc là, c'est l'indicateur des directeurs d'achat du mois donc de mars qui vient de sortir au niveau mondial. Et donc, on a un niveau de 52,3, mais c'est des indicateurs avancés, donc qui montrent que la croissance pourrait atteindre 3%. Ça, c'est... Je vous le dis un petit peu, ce sera la bonne nouvelle de la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la croissance mondiale est en train de redémarrer. Donc ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle, mais attention, ça veut dire que ça génère une augmentation de la demande de matières premières, et donc ça fait augmenter les matières premières. Et donc, ce qu'on gagne de côté, on le perd de l'autre, surtout pour les pays où il y a le moins de croissance. Et donc là, on va regarder le détail de ces indicateurs des directeurs d'achat. Donc, composite, ça veut dire tout secteur confondu. Je vous rappelle la règle, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est le recul de l'activité. Et donc, que voit-on? C'est à peu près la même chose, on va dire, tous les mois. On a d'abord l'Inde qui est la locomotive incontestable et incontestée de la croissance mondiale. Donc, elle a pris la place de la Chine depuis déjà 2 ans, et ça continue. Mais pour l'instant, elle n'est pas rattrapée. Alors, on a les pays producteurs de pétrole qui résistent bien. Et puis, regardez les pays de la zone euro. Regardez l'Espagne. C'est une bonne nouvelle. L'Espagne, justement, qui a bénéficié des prix de l'énergie, notamment un peu moins élevés. Le Brésil, qui est en train de redémarrer. Même l'Italie, la croissance va mieux. Vous voyez, quand on fait des efforts, ça porte ses fruits. L'Australie également qui redémarre. Bon, l'Irlande, ça on est habitué, c'est bien sûr les cadeaux fiscaux. Alors après, on descend un petit peu plus bas dans l'échelle de la croissance. On a le Royaume-Uni, bon, ça baisse un peu sur un mois, mais ça résiste bien. On est sur une croissance qui va revenir vers 2,5% temporairement. La Russie, l'indicateur composite, c'est en train de s'améliorer. La Chine, ça s'améliore un petit peu, 52,7. Et donc, vous voyez, le monde, 52,3. Japon, là aussi, ça redémarre. Je ne pense pas que c'est parce que j'y suis allé, mais néanmoins, ça redémarre bien. Et États-Unis, ça baisse un petit peu, mais 52,2. Donc, voilà, une croissance plutôt sympathique, autour des 2,5% pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, des 5 à 5,5% pour la Chine, et donc au niveau mondial, autour des 3%, voire même un petit peu plus. Donc ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Mais vous allez me dire, où est la France dans tout ça? Eh bien, malheureusement, on n'est toujours pas là, et c'est sûr que c'est là aussi la grande tristesse, c'est que nous sommes toujours sous la barre des 50. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la zone euro est formidable. Pour la première fois depuis le mois de mai 2023, on est repassé au-dessus des 50. Donc ça y est, la zone euro, grâce, on l'a vu, à l'Espagne, à l'Italie, à l'Irlande, elle retrouve le chemin de la croissance. Mais ensuite, on a des pays qui sont toujours en récession. L'Afrique du Sud, donc, qui repart en récession. Et puis surtout, la France, voilà, 48,3. L'Allemagne et, désolé pour nos amis canadiens, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder, mais ce sont eux désormais, je veux dire, la lanterne rouge, les lanternes rouges de la croissance mondiale. Donc le Canada, également des difficultés, peut-être une politique économique qui n'est pas forcément adéquate, un petit peu comme en France d'ailleurs, mais toujours est-il que là, on a le trio, je dirais, de baisse de l'activité, France, Allemagne, Canada. Donc c'est très triste, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'inflation augmente, parce que la croissance augmente dans d'autres pays, mais pas chez nous, on aura la double peine. On aura une croissance faible, voire une récession, une baisse de l'activité, mais en même temps une inflation élevée à cause de l'augmentation des cours des matières premières. Et ça ne dépend pas justement de la France, et c'est ce qui est particulièrement dangereux. D'où le fait que les taux d'intérêt ne vont pas baisser comme certains l'estiment. On voit qu'aux États-Unis, il y a toujours un marché du travail qui est très dynamique, l'inflation qui reste élevée, qui va même d'ailleurs encore augmenter. Donc la Réserve fédérale, elle est à 5,50% de taux d'intérêt monétaire. Elle va baisser un petit peu, mais peut-être à 5, mais pas beaucoup plus. Idem pour la zone euro, on est à 4,50. Elle ne baissera pas là cette semaine, mais elle baissera sûrement au mois de juin, voire un peu plus tard au cours de l'été. Mais elle ne baissera pas beaucoup, on sera entre 4,5 et 4. Pas beaucoup plus parce que l'inflation va redémarrer. Donc il y a une petite fenêtre de tir jusqu'à l'été, puis après comme l'inflation va repartir à la hausse, la Banque centrale européenne ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Alors le problème c'est que si elle baisse les taux d'intérêt avant la Réserve fédérale, ça va faire baisser l'euro. Et oui, l'euro donc qui déjà a arrêté de monter, on est autour des 1,08 $ pour un euro. C'est vrai que pour l'instant les marchés regardent surtout la Réserve fédérale en se disant si les Américains ne baissent leurs taux finalement, ça permettra au dollar de baisser, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et c'est plutôt donc l'euro
qui va baisser, alors que malheureusement, si l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée, notamment des matières premières qui sont libellées en dollars, et donc à ce moment-là, ça augmente l'inflation globale, et donc ça empêche la BCE de baisser les taux d'intérêt. Donc vous avez bien compris, les taux d'intérêt vont rester élevés, que ce soit dans la zone euro ou également aux États-Unis, donc on le voit ici, donc là c'est le taux monétaire, 5,50, le taux long, le taux de 10 ans de la dette publique américaine sont remontés vers les 4,50, donc vous voyez qu'on a toujours ce qu'on appelle une inversion de la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux monétaires sont supérieurs aux taux longs, les taux obligataires, ça c'est normalement, je dirais, ça ne peut pas être le cas, c'est un signe normalement de récession, mais on voit bien que même si les taux monétaires baissent, les taux obligataires vont rester élevés, surtout que les Américains continuent d'augmenter eux aussi leurs dettes. Certes, ils ont le dollar, mais ils pourraient aussi avoir leur note dégradée au cours des prochains mois avec la France, ça sera la grande solidarité franco-américaine. Mais toujours est-il que si les taux d'intérêt monétaires et obligataires restent élevés, évidemment, ce n'est pas bon bien sûr pour l'immobilier et ce n'est pas bon non plus pour la bourse. Et là, c'est vrai qu'alors bon, on avait atteint des sommets historiques. J'en avais parlé il y a quelques semaines. On a eu une vidéo qui a fait, je crois, quasiment 300 000 vues. Donc merci encore pour votre fidélité. Mais c'est vrai que globalement, voilà, on a atteint des records à 8205 sur le CAC 40 par exemple. C'est en train de baisser. En 4 jours, on a fait moins 1,8% donc la semaine dernière. Donc là, au moment où je vous parle, ça continue de baisser un petit peu. Ça reste donc très fragile. Donc c'est cette violence des baisses en quelques jours qui montre que, attention, les marchés restent malgré tout, les investisseurs restent malgré tout très inquiets. On a le même phénomène aux États-Unis. Là, c'est le Standard & Poor's 500. Vous voyez, moins 1,8% en 3 jours. Alors c'est vrai qu'on avait atteint des sommets historiques. Donc c'est normal. Hein, c'est une correction de cette flambée qui était un petit peu excessive. Et quand on voit aujourd'hui que la croissance mondiale est là, bon c'est bien, sauf qu'attention, comme les coûts ont augmenté, le chiffre d'affaires est en train de baisser, donc les coûts sont en train d'augmenter, ce qui réduit évidemment les profits, et donc les entreprises vont avoir de moins bons résultats, et donc d'un point de vue boursier, ça va calmer normalement le jeu, et puis surtout, les investisseurs ont beaucoup parié sur une baisse forte des taux d'intérêt des banques centrales, et comme ce ne sera pas le cas, ils vont être déçus, et donc les marchés vont revenir vers des niveaux plus normaux. Je pense que comme pour l'immobilier, on a 10 à 15% de potentiel de baisse dans les 3 prochains mois. Alors évidemment, la tête de pont de la volatilité, ça reste toujours et encore le Nasdaq. Là aussi, donc des records absolus. C'est vrai qu'on a battu le record de la bulle du numérique. Donc 2 bulles d'affilée, c'est du jamais vu. Ça appelle évidemment une correction. Moins 2,1% en 3 jours. Là aussi, il faut regarder de plus près, il faut être prudent. On va avoir une volatilité extrêmement forte des marchés boursiers, même si ça repartira ensuite à la hausse. Mais à court terme, sur les 3 prochains mois, je pense qu'on a du 10 à 15% de baisse. Et d'ailleurs, ce qui montre bien tout ça, c'est que l'or continue de battre des records historiques. Alors, je vous avais conseillé d'acheter de l'or déjà il y a plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Eh bien, j'espère que vous l'avez fait parce que regardez cette courbe qui est assez incroyable. Ça monte de plus en plus haut. Là, on vient de toucher 2360 $ l'once. Un nouveau record absolu. Pareil, si on regarde donc en euros, donc en dollars c'est en jaune, en euros c'est en bleu ici. Vous voyez, on est à 2175 € l'once d'or. Donc c'est des sommets absolus. Alors, il y aura peut-être une petite correction, mais néanmoins, cette flambée de l'or montre que justement les marchés, les investisseurs sont inquiets. À chaque fois qu'on a une flambée de l'or, c'est que soit il y a une récession qui arrive, soit une inflation forte qui arrive, soit une tempête boursière. Voilà. Donc c'est ce qui fait que globalement, si l'or monte, ça montre bien, comme je dis souvent, la fameuse poire pour la soif, c'est-à-dire que les marchés, les investisseurs se disent, bon, globalement les marchés boursiers sont plutôt performant, mais je me protège quand même, je me couvre avec cette flambée de l'or, et ça montre justement, même si d'ailleurs les banques centrales, notamment asiatiques, achètent également de l'or, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même un risque sur l'avenir de l'économie mondiale, et notamment sur les taux d'intérêt. Donc voilà, il faut être prudent. On aura donc cette tempête immobilière, boursière, sur les taux d'intérêt des obligations d'État qui va évidemment continuer. Donc pour conclure, que doit-on faire pour notre épargne? Voilà, il faut être prudent sur les marchés boursiers. Ça repartira, mais pendant les 3 prochains mois, je pense que ça peut baisser de 10 à 15% sur les grands indices. Bien sûr, les dettes publiques, vaut mieux les délaisser, ou alors il faut les garder jusqu'à leur terme, puisqu'elles servent un taux d'intérêt relativement sympathique. Mais si on doit vendre avant, il y aura une baisse des cours, donc attention, ça peut être dangereux. Donc plutôt éviter, plutôt s'abstenir pour l'instant. Bien sûr, on peut garder un peu de cash, qui est plutôt pas mal rémunéré, même par les banques normales, j'ai envie de dire. Beaucoup de banques sur Internet offrent des taux d'intérêt assez élevés, sur du monétaire, encore une fois, donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser très facilement, très rapidement. En ce qui concerne les taux de change, on reste sur le dollar et le franc suisse. On voit, je pense que l'euro va bien baisser dans les prochains mois, surtout avec la dégradation de la note de la France. L'immobilier français, ça va repartir, ne vous inquiétez pas, c'est le meilleur placement avec l'or et la bourse sur le long terme, mais il y a encore
Bon, l'essentiel de la baisse est faite, on va dire, mais il y a encore peut-être 5% de baisse au cours des prochains mois. Donc bien sûr, l'or qui a beaucoup monté, on le conserve quand même, on peut prendre un peu de ses bénéfices, mais néanmoins avoir un peu d'or physique, ça ne peut pas faire de mal. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça reste évidemment très très volatile. Il y a une grande violence dans les mouvements. Donc là aussi, hein, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais il faut ne jamais oublier le couple rendement-risque. Rendement élevé, risque élevé. Donc soyez quand même prudents. Et puis bon, bien sûr, mon fameux carpe diem. Hein, j'ai envie de dire, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc si on le consomme, eh bien c'est de l'épargne future qu'on a consommée aujourd'hui. Et finalement, on a pris du bon temps. C'est peut-être ça également ce qu'il faut, la vision du monde, la philosophie du monde pour justement éviter de se faire avoir sur les produits d'épargne et sur les tempêtes qui vont arriver. Alors, pour terminer, la bonne nouvelle, évidemment, comme d'habitude, eh bien, la bonne nouvelle, c'est bien sûr le printemps qui est en train d'arriver, les petits oiseaux qui chantent, on les entend parfois, mais c'est surtout que, donc, grâce à l'augmentation des indicateurs des directeurs d'achat qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, mon cabinet et moi, donc à ces défis, nous venons de réviser à la hausse nos prévisions de croissance, notamment au niveau mondial. On est passé de 2,5 à 3% de croissance mondiale, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Alors, on a révisé à peu près la hausse pour tout le monde, sauf malheureusement pour la France. On reste à 0,6% de croissance parce qu'on ne voit pas d'issue à court terme. La politique économique, malheureusement, n'est pas bonne, disons-le. Et donc, en plus, si on doit réduire le déficit, je ne sais pas trop comment on va le faire, et a fortiori, si nous sommes dégradés, les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser l'activité économique. On reste dans la zone euro, on va autour des 0,5% de croissance, 0,3% pour l'Allemagne. L'Espagne va mieux, le Royaume-Uni va mieux, le Japon également, la Russie, bon, Canada, seulement 1% de croissance. Nos amis suisses également, 2%, c'est en train de redémarrer doucement, mais sûrement. Donc voilà, ce sont effectivement les bonnes nouvelles qu'on peut dresser aujourd'hui pour terminer cette vidéo. Donc soyez néanmoins prudents sur les marchés boursiers, sur l'immobilier. On peut évidemment acheter, mais sur du long terme, et idem sur les taux d'intérêt qui vont encore augmenter. Donc voilà, les trois tempêtes sont en train de se produire. Ça devrait durer 3 à 4 mois. Alors après, ça va dépendre de l'ampleur de la dégradation de la note de la France. Ça pourrait ensuite générer une crise de la zone euro qui fera évidemment très mal. On en reparlera d'ici là. En attendant, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos pouces vers le haut, c'est formidable, pour vos abonnements. J'espère qu'on va bientôt atteindre les 150 000 abonnés, c'est formidable. Donc abonnez-vous, faites abonner vos amis. Évidemment, si vous voulez abonner Premium, vous aurez tous les slides, comme d'habitude. Donc merci encore, portez-vous bien, carpe diem, bonne continuation et à très bientôt.